Le vicomte de Bragelonne, partie 4 du livre audio, chapitre 14, où le roi et le lieutenant font chacun preuve de mémoire. Quand le roi, comme tous les amoureux du monde, eut longtemps et attentivement regardé à l'horizon disparaître le carrosse qui emportait sa maîtresse, lorsqu'il se fut tourné et retourné 100 fois du même côté, et qu'il eut enfin réussi à calmer quelque peu l'agitation de son cœur et de sa pensée, il se souvint enfin qu'il n'était pas seul. L'officier tenait toujours le cheval par la bride, et n'avait pas perdu tout espoir de voir le roi revenir sur sa résolution. Il a encore la ressource de remonter à cheval et de courir après le carrosse. On n'aura rien perdu pour attendre. Mais l'imagination du lieutenant des mousquetaires était trop brillante et trop riche. Elle laissa en arrière celle du roi, qui se garda bien de se porter à un pareil excès de luxe. Il se contenta de se rapprocher de l'officier, et d'une voix dolente, « Allons, dit-il, nous avons fini. À cheval. » L'officier imita ce maintien, cette lenteur, cette tristesse, et enfourcha lentement et tristement sa monture. Le roi piqua, le lieutenant le suivit. Au pont, Louis se retourna une dernière fois. L'officier, patient comme un dieu qui a l'éternité devant et derrière lui, espéra encore un retour d'énergie. Mais ce fut inutilement, rien ne parut. Louis gagna la rue qui conduisait au château et rentra comme 7 heures sonnaient. Une fois que le roi fut bien rentré et que le mousquetaire eut bien vu, lui qui voyait tout, un coin de tapisserie se soulever à la fenêtre du cardinal, il poussa un grand soupir, comme un homme qu'on délie des plus étroites entraves, et il dit à demi-voix, « Pour le coup, mon officier, j'espère que c'est fini. » Le roi appela son gentilhomme. « Je ne recevrai personne avant 2 heures, dit-il. Entendez-vous, monsieur ?»« Sire, répliqua le gentilhomme, il y a cependant quelqu'un qui demandait à entrer. »« Qui donc ?»« Votre lieutenant de mousquetaires. »« Celui qui m'a accompagné ?»« Oui, sire. »« Ah, fit le roi. Voyons, qu'il entre. » L'officier entra. Le roi fit signe, le gentilhomme et le valet de chambre sortirent. Louis les suivit des yeux jusqu'à ce qu'ils eussent refermé la porte, et lorsque les tapisseries furent retombées derrière eux, « Vous me rappelez par votre présence, monsieur, dit le roi, ce que j'avais oublié de vous recommander, c'est-à-dire la discrétion la plus absolue. Oh, sire, pourquoi votre majesté se donne-t-elle la peine de me faire une pareille recommandation? On voit bien qu'elle ne me connaît pas. Oui, monsieur, c'est la vérité. Je sais que vous êtes discret. Mais comme je n'avais rien prescrit, l'officier s'inclina. Votre majesté n'a plus rien à me dire, demanda-t-il. Non, monsieur. Et vous pouvez vous retirer. Obtiendrai-je la permission de ne pas le faire avant d'avoir parlé au roi, sire? Qu'avez-vous à me dire? Expliquez-vous, monsieur. Sire, une chose sans importance pour vous, mais qui m'intéresse énormément, moi. Pardonnez-moi donc de vous en entretenir. Sans l'urgence, sans la nécessité, je ne l'eusse jamais fait, et je fusse disparu, muet et petit, comme j'ai toujours été. Comment, disparu? Je ne vous comprends pas. Sire, en un mot, dit l'officier, je viens demander mon congé à votre majesté. Le roi fit un mouvement de surprise, mais l'officier ne bougea pas plus qu'une statue. Votre congé? À vous, monsieur? Et pour combien de temps, je vous prie? Mais pour toujours, sire. Comment? Vous quitteriez mon service, monsieur? Dit Louis avec un mouvement qui décelait plus que de la surprise. Sire, j'ai ce regret. Impossible. Si fait, sire. Je me fais vieux. Voilà 34 ou 35 ans que je porte le harnais. Mes pauvres épaules sont fatiguées. Je sens qu'il faut laisser la place aux jeunes. Je ne suis pas du nouveau siècle, moi. J'ai encore un pied pris dans l'ancien. Il en résulte que tout étant étrange à mes yeux, tout m'étonne et tout m'étourdit. Bref, j'ai l'honneur de demander mon congé à votre majesté. Monsieur, dit le roi en regardant l'officier,
qui portait sa casaque avec une aisance que lui eût enviée un jeune homme. « Vous êtes plus fort et plus vigoureux que moi. »« Oh !» répondit l'officier avec un sourire de fausse modestie. « Votre Majesté me dit cela parce que j'ai encore l'œil assez bon et le pied assez sûr, parce que je ne suis pas mal à cheval et que ma moustache est encore noire. Mais, sire, vanité des vanités que tout cela, illusion que tout cela, apparence, fumée, sire. J'ai l'air jeune encore, c'est vrai, mais je suis vieux au fond. Et avant 6 mois, j'en suis sûr, je serai cassé, podagre, impotent. Ainsi donc, sire... » « Monsieur, interrompit le roi, rappelez-vous vos paroles d'hier. Vous me disiez, à cette même place où vous êtes, que vous étiez doué de la meilleure santé de France, que la fatigue vous était inconnue, que vous n'aviez aucun souci de passer nuit et jour à votre poste. M'avez-vous dit cela, oui ou non? Rappelez vos souvenirs, monsieur. » L'officier poussa un soupir. « Sire, dit-il, la vieillesse est vaniteuse. Et il faut bien pardonner aux vieillards de faire leur éloge que personne ne fait plus. Je disais cela, c'est possible. Mais le fait est, sire, que je suis très fatigué et que je demande ma retraite. »« Monsieur, dit le roi en avançant sur l'officier avec un geste plein de finesse et de majesté, vous ne me donnez pas la véritable raison. Vous voulez quitter mon service, c'est vrai, mais vous me déguisez le motif de cette retraite. Sire, croyez bien... » « Je crois ce que je vois, monsieur. Je vois un homme énergique, vigoureux, plein de présence d'esprit, le meilleur soldat de France, peut-être. Et ce personnage-là ne me persuade pas le moins du monde que vous ayez besoin de repos. »« Ah, sire, dit le lieutenant avec amertume, que d'éloges. Votre Majesté me confond, en vérité. Énergique, vigoureux, spirituel, brave, le meilleur soldat de l'armée. Mais, sire, votre Majesté exagère mon peu de mérite, à ce point que, si bonne opinion que j'ai de moi, je ne me reconnais plus en vérité. Si j'étais assez vain pour croire à moitié seulement aux paroles de votre Majesté, je me regarderais comme un homme précieux, indispensable. Je dirais qu'un serviteur, lorsqu'il réunit tant et de si brillantes qualités, est un trésor sans prix. Or, sire, j'ai été toute ma vie, je dois le dire, excepté aujourd'hui, apprécié, à mon avis, fort au-dessous de ce que je valais. Je le répète, votre Majesté exagère donc. » Le roi fronça le sourcil, car il voyait une raillerie sourire amèrement au fond des paroles de l'officier. « Voyons, monsieur, dit-il, abordons franchement la question. Est-ce que mon service ne vous plaît pas? Dites. Allons, point de détour, répondez hardiment, franchement, je le veux. » L'officier, qui roulait depuis quelques instants d'un air assez embarrassé son feutre entre ses mains, releva la tête à ces mots. « Oh, sire, dit-il, voilà qui me met un peu plus à l'aise. À une question posée aussi franchement, je répondrai moi-même franchement. Dire vrai est une bonne chose, tant à cause du plaisir qu'on éprouve à se soulager le cœur qu'à cause de la rareté du fait. Je dirai donc la vérité à mon roi, tout en le suppliant d'excuser la franchise d'un vieux soldat. » Louis regarda son officier avec une vive inquiétude qui se manifesta par l'agitation de son geste. « Eh bien, donc parlez, dit-il, car je suis impatient d'entendre les vérités que vous avez à me dire. » L'officier jeta son chapeau sur une table et sa figure, déjà si intelligente et si martiale, prit tout à coup un étrange caractère de grandeur et de solennité. « Sire, dit-il, je quitte le service du roi parce que je suis mécontent. Le valet, en ce temps-ci, peut s'approcher respectueusement de son maître comme je le fais, lui donner l'emploi de son travail, lui rapporter les outils, lui rendre compte des fonds qui lui ont été confiés, et dire « Maître, ma journée est faite, payez-moi, je vous prie, et séparons-nous. »« Monsieur, monsieur !» s'écria le roi, pourpre de colère. « Ah, sire, répondit l'officier en fléchissant un moment le genou, jamais serviteur ne fut plus respectueux que je ne le suis devant votre majesté. Seulement, vous m'avez ordonné de dire la vérité. Or, maintenant que j'ai commencé de la dire, il faut qu'elle éclate, même si vous me commandiez de la taire.
Il y avait une telle résolution exprimée dans les muscles froncés du visage de l'officier que Louis XIV n'eut pas besoin de lui dire de continuer. Il continua donc, tandis que le roi le regardait avec une curiosité mêlée d'admiration. « Sire, voici bientôt 35 ans, comme je le disais, que je sers la maison de France. Peu de gens ont usé autant d'épées que moi à ce service, et les épées dont je parle étaient de bonnes épées, sire. J'étais enfant, j'étais ignorant de toute chose excepté du courage, quand le roi votre père devina en moi un homme. J'étais un homme, sire, lorsque le cardinal de Richelieu, qui s'y connaissait, devina en moi un ennemi. Sire, l'histoire de cette inimitié, de la fourmi et du lion, vous l'eussiez pu lire depuis la première jusqu'à la dernière ligne dans les archives secrètes de votre famille. Si jamais l'envie vous en prend, sire, faites-le. Cette histoire en vaut la peine, c'est moi qui vous le dis. Vous y lirez que le lion, fatigué, lassé, haletant, demanda enfin grâce, et il faut lui rendre cette justice, qu'il fit grâce aussi. Oh, ce fut un beau temps, sire, semé de batailles, comme une épopée du Tasse ou de l'Arioste. Les merveilles de ce temps-là, auxquelles le nôtre refuserait de croire, furent pour nous tous des banalités. Pendant 5 ans, je fus un héros tous les jours, à ce que m'ont dit du moins quelques personnages de mérite. Et c'est long, croyez-moi, sire, un héroïsme de 5 ans. Cependant, je crois à ce que m'ont dit ces gens-là, car c'étaient de bons appréciateurs. On les appelait Monsieur de Richelieu, Monsieur de Buckingham, Monsieur de Beaufort, Monsieur de Retz, un rude génie aussi, celui-là, dans la guerre des rues. Enfin, le roi Louis XIII, et même la reine, votre auguste mère, qui voulut bien me dire un jour « Merci ». Je ne sais plus quel service j'avais eu l'honneur de lui rendre. Pardonnez-moi, sire, de parler si hardiment, mais ce que je vous raconte là, j'ai déjà eu l'honneur de le dire à votre majesté. C'est de l'histoire. Le roi se mordit les lèvres et s'assit violemment dans un fauteuil. « J'obsède votre majesté, » dit le lieutenant. « Eh, sire, voilà ce que c'est que la vérité. C'est une dure compagne. Elle est hérissée de fer. Elle blesse qui elle atteint et parfois aussi qui l'a dit. »« Non, monsieur, » répondit le roi. « Je vous ai invité à parler. Parlez donc. » Après le service du roi et du cardinal, vint le service de la régence, sire. Je me suis bien battu aussi dans la fronde, moins bien cependant que la première fois. Les hommes commençaient à diminuer de taille. Je n'en ai pas moins conduit les mousquetaires de votre majesté en quelques occasions périlleuses qui sont restées à l'ordre du jour de la compagnie. C'était un beau sort alors que le mien. J'étais le favori de monsieur de Mazarin. Lieutenant par-ci, lieutenant par-là. Le lieutenant à droite, lieutenant à gauche. Il ne se distribuait pas un orion en France que votre très humble serviteur ne fût chargé de la distribution. Mais bientôt il ne se contenta point de la France, monsieur le cardinal. Il m'envoya en Angleterre pour le compte de monsieur Cromwell. Encore un monsieur qui n'était pas tendre, je vous en réponds, sire. J'ai eu l'honneur de le connaître, et j'ai pu l'apprécier. On m'avait beaucoup promis à l'endroit de cette mission. Aussi, comme j'y fis tout autre chose que ce que l'on m'avait recommandé de faire, je fus généreusement payé, car on me nomma enfin capitaine des mousquetaires. C'est-à-dire à la charge la plus enviée de la cour, à celle qui donne le pas sur les maréchaux de France. Et c'est justice, car qui dit capitaine de mousquetaires dit la fleur du soldat et le roi des braves. Capitaine, monsieur, répliqua le roi, vous faites erreur, c'est lieutenant que vous voulez dire. Non pas, sire, je ne fais jamais d'erreur. Que votre majesté s'en rapporte à moi sur ce point. Monsieur de Mazarin m'en donna le brevet. Eh bien, mais monsieur de Mazarin, vous le savez mieux que personne, ne donne pas souvent, et même parfois reprend ce qu'il donne. Il me le reprit quand la paix fut faite et qu'il n'eut plus besoin de moi. Certes, je n'étais pas digne de remplacer monsieur de Tréville, d'illustre mémoire. Mais enfin, on m'avait promis, on m'avait donné, il fallait en demeurer là. Voilà ce qui vous mécontente, monsieur. Eh bien, je prendrai des informations. J'aime la justice, moi, et votre réclamation, bien que faite militairement, ne me déplaît pas.
Oh, sire, dit l'officier, votre majesté m'a mal compris, je ne réclame plus rien maintenant. Excès de délicatesse, monsieur. Mais je veux veiller à vos affaires, et plus tard... Oh, sire, quel mot! Plus tard... Voilà 30 ans que je vis sur ce mot plein de bonté, qui a été prononcé par tant de grands personnages, et que vient à son tour de prononcer votre bouche. Plus tard. Voilà comment j'ai reçu 20 blessures, et comment j'ai atteint 54 ans sans jamais avoir un louis dans ma bourse et sans jamais avoir trouvé un protecteur sur ma route, moi qui ai protégé tant de gens. Aussi, je change de formule, sire. Et quand on me dit « plus tard », maintenant je réponds « tout de suite ». C'est le repos que je sollicite, sire. On peut bien me l'accorder, cela ne coûtera rien à personne. Je ne m'attendais pas à ce langage, monsieur, surtout de la part d'un homme qui a toujours vécu près des grands. Vous oubliez que vous parlez au roi, à un gentilhomme qui est d'aussi bonne maison que vous, je suppose, et quand je dis plus tard, moi, c'est une certitude. Je n'en doute pas, sire, mais voici la fin de cette terrible vérité que j'avais à vous dire. Quand je verrai sur cette table le bâton de maréchal, l'épée de connétable, la couronne de Pologne, au lieu de plus tard, je vous jure, sire, que je dirai encore tout de suite. Oh, excusez-moi, sire, je suis du pays de votre aïeul Henri IV. Je ne dis pas souvent, mais je dis tout quand je dis. L'avenir de mon règne vous tente peu, à ce qu'il paraît, monsieur, dit Louis avec hauteur. Oublie, oublie partout, s'écria l'officier avec noblesse. Le maître a oublié le serviteur, et voilà que le serviteur en est réduit à oublier son maître. Je vis dans un temps malheureux, sire. Je vois la jeunesse pleine de découragement et de crainte. Je la vois timide et dépouillée, quand elle devrait être riche et puissante. J'ouvre hier soir, par exemple, la porte du roi de France à un roi d'Angleterre, dont moi, chétif, j'ai failli sauver le père. Si Dieu ne s'était pas mis contre moi, Dieu qui inspirait son élu Cromwell. J'ouvre, dis-je, cette porte, c'est-à-dire le palais d'un frère à un frère, et je vois, tenez, sire, cela me serre le cœur, et je vois le ministre de ce roi chasser le proscrit et humilier son maître en condamnant à la misère un autre roi, son égal. Enfin, je vois mon prince, qui est jeune, beau, brave, qui a le courage dans le cœur et l'éclair dans les yeux. Je le vois trembler devant un prêtre qui rit de lui derrière les rideaux de son alcôve, où il digère dans son lit tout l'or de la France, qu'il engloutit ensuite dans des coffres inconnus. Oui, je comprends votre regard, sire. Je me fais hardi jusqu'à la démence. Mais que voulez-vous? Je suis un vieux, et je vous dis là, à vous, mon roi, des choses que je ferai rentrer dans la gorge de celui qui les prononcerait devant moi. Enfin, vous m'avez commandé de vider devant vous le fond de mon cœur, sire, et je répands aux pieds de votre majesté la bile que j'ai amassée depuis 30 ans, comme je répandrais tout mon sang si votre majesté me l'ordonnait. Le roi essuya sans mot dire les flots d'une sueur froide et abondante qui ruisselait de ses tempes. La minute de silence qui suivit cette véhémente sortie représenta pour celui qui avait parlé et pour celui qui avait entendu des siècles de souffrance. « Monsieur, dit enfin le roi, vous avez prononcé le mot « oubli ». Je n'ai entendu que ce mot. Je répondrai donc à lui seul. D'autres ont pu être oublieux, mais je ne le suis pas, moi. Et la preuve, c'est que je me souviens qu'un jour d'émeute, qu'un jour où le peuple furieux et mugissant comme la mer, envahissait le palais royal, qu'un jour enfin où je feignais de dormir dans mon lit, un seul homme, l'épée nue, caché derrière mon chevet, veillait sur ma vie, prêt à risquer la sienne pour moi, comme il l'avait déjà 20 fois risqué pour ceux de ma famille. Est-ce que ce gentilhomme, à qui je demandais alors son nom, ne s'appelait pas Monsieur d'Artagnan? Dites, monsieur. Votre Majesté a bonne mémoire, répondit froidement l'officier. Voyez alors, monsieur, continua le roi, si j'ai de pareils souvenirs d'enfance, ce que je puis en amasser dans l'âge de raison. Votre Majesté a été richement doué par Dieu, dit l'officier avec le même ton. Voyons, monsieur d'Artagnan,
continua Louis avec une agitation fébrile. Est-ce que vous ne serez pas aussi patient que moi? Est-ce que vous ne ferez pas ce que je fais? Voyons. Et que faites-vous, sire? J'attends. Votre Majesté le peut parce qu'elle est jeune. Mais moi, sire, je n'ai pas le temps d'attendre. La vieillesse est à ma porte et la mort la suit, regardant jusqu'au fond de ma maison. Votre Majesté commence la vie. Elle est pleine d'espérance et de fortune à venir. Mais moi, sire, moi, je suis à l'autre bout de l'horizon, et nous nous trouvons si loin l'un de l'autre que je n'aurai jamais le temps d'attendre que votre Majesté vînt jusqu'à moi. Louis fit un tour dans la chambre, toujours essuyant cette sueur qui eût bien effrayé les médecins si les médecins eussent pu voir le roi dans un pareil état. « C'est bien, monsieur, » dit alors Louis XIV d'une voix brève. « Vous désirez votre retraite? Vous l'aurez. Vous m'offrez votre démission du grade de lieutenant de mousquetaires? Je la dépose bien humblement aux pieds de votre Majesté, sire. Il suffit. Je ferai ordonnancer votre pension. J'en aurai 1000 obligations à votre Majesté. Monsieur, dit encore le roi en faisant un évident effort sur lui-même, je crois que vous perdez un bon maître. Et moi, j'en suis sûr, sire. En retrouverez-vous jamais un pareil? Oh, sire, je sais bien que votre Majesté est unique dans le monde. Aussi ne prendrai-je désormais plus de service chez aucun roi de la terre, et n'aurai plus d'autre maître que moi. Vous le dites? Je le jure à votre Majesté. Je retiens cette parole, monsieur. D'Artagnan s'inclina. Et vous savez que j'ai bonne mémoire, continua le roi. Oui, sire, et cependant je désire que cette mémoire fasse défaut à cette heure à votre Majesté, afin qu'elle oublie les misères que j'ai été forcé d'étaler à ses yeux. Sa Majesté est tellement au-dessus des pauvres et des petits que j'espère. Ma Majesté, monsieur, fera comme le soleil, qui voit tout, grands et petits, riches et misérables, donnant le lustre aux uns, la chaleur aux autres, à tous la vie. Adieu, monsieur d'Artagnan, adieu, vous êtes libre. Et le roi, avec un rauque sanglot qui se perdit dans sa gorge, passa rapidement dans la chambre voisine. D'Artagnan reprit son chapeau sur la table où il l'avait jeté et sortit. Chapitre 15. Le proscrit. D'Artagnan n'était pas au bas de l'escalier que le roi appela son gentilhomme. « J'ai une commission à vous donner, monsieur, dit-il. Je suis aux ordres de votre Majesté. Attendez, alors. » Et le jeune roi se mit à écrire la lettre suivante, qui lui coûta plus d'un soupir, quoique, en même temps, quelque chose comme le sentiment du triomphe brilla dans ses yeux. « Monsieur le cardinal, grâce à vos bons conseils, et surtout grâce à votre fermeté, j'ai su vaincre et dompter une faiblesse indigne d'un roi. Vous avez trop habilement arrangé ma destinée pour que la reconnaissance ne m'arrête pas au moment de détruire votre ouvrage. J'ai compris que j'avais tort de vouloir faire dévier ma vie de la route que vous lui aviez tracée. Certes, il eût été malheureux pour la France et malheureux pour ma famille que la mésintelligence éclatât entre moi et mon ministre. C'est pourtant ce qui fût certainement arrivé si j'avais fait ma femme de votre nièce. Je le comprends parfaitement, et désormais n'opposerai rien à l'accomplissement de ma destinée. Je suis donc prêt à épouser l'infante Marie-Thérèse. Vous pouvez fixer dès cet instant l'ouverture des conférences. Votre affectionné, Louis. Le roi relut la lettre, puis il la scella lui-même. « Cette lettre à monsieur le cardinal, dit-il. » Le gentilhomme partit. À la porte de Mazarin, il rencontra Bernouin qui attendait avec anxiété. « Eh bien ?» demanda le valet de chambre du ministre. « Monsieur, dit le gentilhomme, voici une lettre pour son éminence. »« Une lettre ? Ah, nous nous y attendions, après le petit voyage de ce matin. »« Ah, vous saviez que Sa Majesté ? » ?»« En qualité de Premier ministre, il est des devoirs de notre charge de tout savoir. Et Sa Majesté prie, supplie, je présume. Je ne sais, mais il a soupiré bien des fois en l'écrivant. Oui, nous savons ce que cela veut dire. On soupire de bonheur comme de chagrin, monsieur. Cependant, le roi n'avait pas l'air fort heureux en revenant, monsieur. Vous n'aurez pas bien vu. D'ailleurs, vous n'avez vu Sa Majesté qu'au retour,
puisqu'elle n'était accompagnée que de son seul lieutenant des gardes. Mais moi, j'avais le télescope de son éminence, et je regardais quand elle était fatiguée. Tous deux pleuraient, j'en suis sûre. Eh bien, était-ce aussi de bonheur qu'ils pleuraient ? Non, mais d'amour, et ils se juraient 1000 tendresses que le roi ne demande pas mieux que de tenir. Or, cette lettre est un commencement d'exécution. Et que pense son éminence de cet amour, qui d'ailleurs n'est un secret pour personne ? Bernouin prit le bras du messager de Louis, et tout en montant l'escalier, « Confidentiellement, répliqua-t-il à demi-voix, son éminence s'attend au succès de l'affaire. Je sais bien que nous aurons la guerre avec l'Espagne, mais, bah, la guerre satisfera la noblesse. Monsieur le cardinal, d'ailleurs, dotera royalement, et même plus que royalement, sa nièce. Il y aura de l'argent, des fêtes et des coups. Tout le monde sera content. » « Eh bien, à moi, » répondit le gentilhomme en hochant la tête. « Il me semble que voici une lettre bien légère pour contenir tout cela. »« Ami, » répondit Bernouin, « je suis sûr de ce que je dis. Monsieur d'Artagnan m'a tout conté. »« Bon, et qu'a-t-il dit, voyons ? » Je l'ai abordé pour lui demander des nouvelles de la part du cardinal, sans découvrir nos desseins, bien entendu, car monsieur d'Artagnan est un fin limier. « Mon cher monsieur Bernouin, a-t-il répondu, le roi est amoureux fou de mademoiselle de Mancini. Voilà tout ce que je puis vous dire. »« Et, lui ai-je demandé, est-ce donc à ce point que vous le croyez capable de passer outre au dessein de son éminence ? » ?»« Ah, ne m'interrogez pas, je crois le roi capable de tout. Il a une tête de fer, et ce qu'il veut, il le veut bien. S'il s'est chaussé dans la cervelle d'épouser mademoiselle de Mancini, il l'épousera. Et là-dessus, il m'a quitté et est allé aux écuries, a pris un cheval, l'a sellé lui-même, a sauté dessus, et est parti comme si le diable l'emportait. De sorte que vous croyez ? Je crois que monsieur le lieutenant des gardes en savait plus qu'il n'en voulait dire. Si bien qu'à votre avis, monsieur d'Artagnan court, selon toutes les probabilités, après les exilés pour faire toute démarche utile au succès de l'amour du roi. En causant ainsi, les deux confidents étaient arrivés à la porte du cabinet de son éminence. Son éminence n'avait plus la goutte, elle se promenait avec anxiété dans sa chambre, écoutant aux portes et regardant aux fenêtres. Bernouin entra, suivi du gentilhomme qui avait ordre du roi de remettre la lettre aux mains mêmes de son éminence. Mazarin prit la lettre, mais avant de l'ouvrir, il se composa un sourire de circonstance, maintien commode pour voiler les émotions de quelque genre qu'elles fussent. De cette façon, quelle que fût l'impression qu'il reçut de la lettre, aucun reflet de cette impression ne transpira sur son visage. « Eh bien, dit-il, lorsqu'il eut lu et relu la lettre, « à merveille, monsieur. Annoncez au roi que je le remercie de son obéissance au désir de la reine-mère, et que je vais tout faire pour accomplir sa volonté. » Le gentilhomme sortit. À peine la porte avait-elle été refermée que le cardinal, qui n'avait pas de masque pour Bernouin, ôta celui dont il venait momentanément de couvrir sa physionomie, et avec sa plus sombre expression, « Appelez monsieur de Brienne, dit-il. » Le secrétaire entra 5 minutes après. « Monsieur, lui dit Mazarin, je viens de rendre un grand service à la monarchie, le plus grand que je lui ai jamais rendu. Vous porterez cette lettre, qui en fait foi, chez sa majesté la reine-mère, et lorsqu'elle vous l'aura rendue, vous la logerez dans le carton B, qui est plein de documents et de pièces relatives à mon service. » Brienne partit, et comme cette lettre si intéressante était décachetée, il ne manqua pas de la lire en chemin. Il va sans dire que Bernouin, qui était bien avec tout le monde, s'approcha assez près du secrétaire pour pouvoir lire par-dessus son épaule. La nouvelle se répandit dans le château avec tant de rapidité que Mazarin craignit un instant qu'elle ne parvint aux oreilles de la reine avant que M. de Brienne lui remît la lettre de Louis XIV. Un moment après, tous les ordres étaient donnés pour le départ, et M. de Condé, ayant été saluer le roi à son lever prétendu, inscrivait sur ses tablettes la ville de Poitiers comme lieu de séjour et de repos pour leur majesté. Ainsi se dénouait en quelques instants une intrigue qui avait occupé sourdement toutes les diplomaties de l'Europe. Elle n'avait eu cependant pour résultat bien clair et bien net que de faire perdre à un pauvre lieutenant de mousquetaires sa charge et sa fortune. Il est vrai qu'en échange, il gagnait sa liberté.
Nous saurons bientôt comment M. d'Artagnan profita de la sienne. Pour le moment, si le lecteur le permet, nous devons revenir à l'hôtellerie des Médicis, dont une fenêtre venait de s'ouvrir au moment même où les ordres se donnaient au château pour le départ du roi. Cette fenêtre qui s'ouvrait était celle d'une des chambres de Charles. Le malheureux prince avait passé la nuit à rêver, la tête dans ses 2 mains et les coudes sur une table, tandis que Paris, informe et vieux, s'était endormi dans un coin, fatigué de corps et d'esprit. Singulière destinée que celle de ce serviteur fidèle, qui voyait recommencer pour la 2e génération l'effrayante série de malheurs qui avait pesé sur la première. Quand Charles II eut bien pensé à la nouvelle défaite qu'il venait d'éprouver, quand il eut bien compris l'isolement complet dans lequel il venait de tomber en voyant fuir derrière lui sa nouvelle espérance, il fut saisi comme d'un vertige et tomba renversé dans le large fauteuil au bord duquel il était assis. Alors Dieu prit en pitié le malheureux prince et lui envoya le sommeil, frère innocent de la mort. Il ne s'éveilla donc qu'à 6h30, c'est-à-dire quand le soleil resplendissait déjà dans sa chambre et que Paris, immobile dans la crainte de le réveiller, considérait avec une profonde douleur les yeux de ce jeune homme déjà rougi par la veille, ses joues déjà pâlies par la souffrance et les privations. Enfin, le bruit de quelques chariots pesants qui descendaient vers la Loire réveilla Charles. Il se leva, regarda autour de lui comme un homme qui a tout oublié, aperçut Paris, lui serra la main et lui commanda de régler la dépense avec maître Cropole. Maître Cropole, forcé de régler ses comptes avec Paris, s'en acquitta, il faut le dire, en homme honnête. Il fit seulement sa remarque habituelle, c'est-à-dire que les 2 voyageurs n'avaient pas mangé, ce qui avait le double désavantage d'être humiliant pour sa cuisine et de le forcer à demander le prix d'un repas non employé, mais néanmoins perdu. Paris ne trouva rien à redire et paya. « J'espère, dit le roi, qu'il n'en aura pas été de même des chevaux. Je ne vois pas qu'ils aient mangé à votre compte. Et ce serait malheureux pour des voyageurs qui, comme nous, ont une longue route à faire de trouver des chevaux affaiblis. » Mais Cropole, à ce doute, prit son air de majesté et répondit que la crèche des Médicis n'était pas moins hospitalière que son réfectoire. Le roi monta donc à cheval, son vieux serviteur en fit autant, et tous 2 prirent la route de Paris sans avoir presque rencontré personne sur leur chemin, dans les rues et dans les faubourgs de la ville. Pour le prince, le coup était d'autant plus cruel que c'était un nouvel exil. Les malheureux s'attachent aux moindres espérances, comme les heureux au plus grand bonheur. Et lorsqu'il faut quitter le lieu où cette espérance leur a caressé le cœur, ils éprouvent le mortel regret que ressent le banni lorsqu'il met le pied sur le vaisseau qui doit l'emporter pour l'emmener en exil. C'est apparemment que le cœur déjà blessé tant de fois souffre de la moindre piqûre. C'est qu'il regarde comme un bien l'absence momentanée du mal, qui n'est seulement que l'absence de la douleur. C'est qu'enfin, dans les plus terribles infortunes, Dieu a jeté l'espérance comme cette goutte d'eau que le mauvais riche, en enfer, demandait à Lazare. Un instant même, l'espérance de Charles II avait été plus qu'une fugitive joie. C'était lorsqu'il s'était vu bien accueilli par son frère Louis. Alors, elle avait pris un corps et s'était faite réalité. Puis, tout à coup, le refus de Mazarin avait fait descendre la réalité factice à l'état de rêve. Cette promesse de Louis XIV, sitôt reprise, n'avait été qu'une dérision. Dérision comme sa couronne, comme son sceptre, comme ses amis, comme tout ce qui avait entouré son enfance royale et qui avait abandonné sa jeunesse proscrite. Dérision. Tout était dérision pour Charles II, hormis ce repos froid et noir que lui promettait la mort. Telles étaient les idées du malheureux prince alors que, couché sur son cheval dont il abandonnait les rênes, il marchait sous le soleil chaud et doux du mois de mai, dans lequel la sombre misanthropie de l'exilé voyait une dernière insulte à sa douleur. Chapitre 16. Remember. Un cavalier qui passait rapidement sur la route remontant vers Blois, qu'il venait de quitter depuis une demi-heure à peu près, croisa les 2 voyageurs, et, tout pressé qu'il était, leva son chapeau en passant près d'eux. Le roi fit à peine attention à ce jeune homme, car ce cavalier qui les croisait était un jeune homme de 24 à 25 ans, lequel, se retournant parfois,
faisait des signes d'amitié à un homme debout devant la grille d'une belle maison blanche et rouge, c'est-à-dire de briques et de pierre, à toit d'ardoise, située à gauche de la route que suivait le prince. Cet homme, vieillard grand et maigre, à cheveux blancs, nous parlons de celui qui se tenait près de la grille, cet homme répondait aux signaux que lui faisait le jeune homme par des signes d'adieu aussi tendres que les eût fait un père. Le jeune homme finit par disparaître au premier tournant de la route bordée de beaux arbres, et le vieillard s'apprêtait à rentrer dans la maison lorsque les deux voyageurs, arrivés en face de cette grille, attirèrent son attention. Le roi, nous l'avons dit, cheminait la tête baissée, les bras inertes, se laissant aller au pas et presque au caprice de son cheval, tandis que Paris, derrière lui, pour se mieux laisser pénétrer de la tiède influence du soleil, avait ôté son chapeau et promenait ses regards à droite et à gauche du chemin. Ses yeux se rencontrèrent avec ceux du vieillard adossé à la grille, et qui, comme s'il eût été frappé de quelque spectacle étrange, poussa une exclamation et fit un pas vers les deux voyageurs. De Paris, ses yeux se portèrent immédiatement au roi, sur lequel ils s'arrêtèrent un instant. Cet examen, si rapide qu'il fut, se refléta à l'instant même d'une façon visible sur les traits du grand vieillard, car à peine eut-il reconnu le plus jeune des voyageurs, et nous disons « reconnu », car il n'y avait qu'une reconnaissance positive qui pouvait expliquer un pareil acte, à peine, disons-nous, eut-il reconnu le plus jeune des deux voyageurs qu'il joignit d'abord les mains avec une respectueuse surprise, et, levant son chapeau de sa tête, salua si profondément qu'on eût dit qu'il s'agenouillait. Cette démonstration, si distrait ou plutôt si plongé que fut le roi dans ses réflexions, attira son attention à l'instant même. Charles, arrêtant donc son cheval et se retournant vers Paris, « Mon Dieu, Paris, dit-il, quel est donc cet homme qui me salue ainsi? Me connaîtrait-il, par hasard ?» Paris, tout agité, tout pâle, avait déjà poussé son cheval du côté de la grille. « Ah, sire, dit-il en s'arrêtant tout à coup à 5 ou 6 pas du vieillard, toujours agenouillé. Sire, vous me voyez saisi d'étonnement, car il me semble que je reconnais ce brave homme. Et oui, c'est bien lui-même. Votre Majesté permet que je lui parle? Sans doute. Est-ce donc vous, monsieur Grimaud? Demanda Paris. Oui, moi, dit le grand vieillard en se redressant, mais sans rien perdre de son attitude respectueuse. Sire, dit alors Paris, je ne m'étais pas trompé. Cet homme est le serviteur du comte de la Fère, et le comte de la Fère, si vous vous en souvenez, est ce digne gentilhomme dont j'ai si souvent parlé à votre Majesté, que le souvenir doit en être resté non seulement dans son esprit, mais encore dans son cœur. Celui qui assista le roi, mon père, à ces derniers moments, demanda Charles. Et Charles tressaillit visiblement à ce souvenir. Justement, sire. Hélas, dit Charles. Puis, s'adressant à Grimaud, dont les yeux vifs et intelligents semblaient chercher à deviner sa pensée. Mon ami, demanda-t-il, votre maître, monsieur le comte de la Fère, habiterait-il dans les environs? Là, répondit Grimaud en désignant de son bras étendu en arrière la grille de la maison blanche et rouge. Et monsieur le comte de la Fère est chez lui en ce moment? Au fond, sous les marronniers. Paris, dit le roi, je ne veux pas manquer cette occasion si précieuse pour moi de remercier le gentilhomme auquel notre maison doit un si bel exemple de dévouement et de générosité. Tenez mon cheval, mon ami, je vous prie. Et, jetant la bride aux mains de Grimaud, le roi entra tout seul chez Athos, comme un égal chez son égal. Charles avait été renseigné par l'explication si concise de Grimaud, au fond, sous les marronniers. Il laissa donc la maison à gauche et marcha droit vers l'allée désignée. La chose était facile. La cime de ces grands arbres, déjà couverts de feuilles et de fleurs, dépassait celle de tous les autres. En arrivant sous les losanges lumineux et sombres tour à tour qui diapraient le sol de cette allée, selon le caprice de leurs voûtes plus ou moins feuillées, le jeune prince aperçut un gentilhomme qui se promenait, les bras derrière le dos et paraissant plongé dans une sereine rêverie. Sans doute, il s'était fait souvent redire comment était ce gentilhomme, car sans hésitation, Charles II marcha droit à lui. Au bruit de ses pas, le comte de la Fère releva la tête,
et voyant un inconnu à la tournure élégante et noble qui se dirigeait de son côté, il leva son chapeau de dessus sa tête et attendit. À quelques pas de lui, Charles II, de son côté, mit le chapeau à la main. Puis, comme pour répondre à l'interrogation muette du comte, « Monsieur le comte, dit-il, je viens accomplir près de vous un devoir. J'ai depuis longtemps l'expression d'une reconnaissance profonde à vous apporter. Je suis Charles II, fils de Charles Stuart, qui régna sur l'Angleterre et mourut sur l'échafaud. » À ce nom illustre, Athos sentit comme un frisson dans ses veines. Mais à la vue de ce jeune prince debout, découvert devant lui et lui tendant la main, 2 larmes vinrent un instant troubler le limpide azur de ses beaux yeux. Il se courba respectueusement, mais le prince lui prit la main. « Voyez comme je suis malheureux, monsieur le comte, dit Charles. Il a fallu que ce fût le hasard qui me rapprocha de vous. Hélas, ne devrais-je pas avoir près de moi les gens que j'aime et que j'honore, tandis que j'en suis réduit à conserver leur service dans mon cœur et leur nom dans ma mémoire, si bien que sans votre serviteur, qui a reconnu le mien, je passais devant votre porte comme devant celle d'un étranger. » « C'est vrai, dit Athos, répondant avec la voix à la première partie de la phrase du prince, et avec un salut à la seconde. « C'est vrai, votre majesté a vu de bien mauvais jours. »« Et les plus mauvais, hélas, répondit Charles, sont peut-être encore à venir. »« Sire, espérons. »« Comte, comte, continua Charles en secouant la tête, j'ai espéré jusqu'à hier soir. Et c'était d'un bon chrétien, je vous le jure. » Athos regarda le roi comme pour l'interroger. « Oh, l'histoire est facile à raconter, » dit Charles II. « Proscrit, dépouillé, dédaigné, je me suis résolu, malgré toutes mes répugnances, à tenter une dernière fois la fortune. N'est-il pas écrit là-haut que, pour notre famille, tout bonheur et tout malheur viennent éternellement de la France ? Vous en savez quelque chose, vous, monsieur, qui êtes un des Français que mon malheureux père trouva au pied de son échafaud le jour de sa mort, après les avoir trouvés à sa droite, les jours de bataille. »« Sire, dit modestement Athos, je n'étais pas seul, et mes compagnons et moi avons fait, dans cette circonstance, notre devoir de gentilshommes, et voilà tout. Mais votre majesté allait me faire l'honneur de me raconter. C'est vrai, j'avais la protection. Pardon de mon hésitation, comte. Mais pour un Stuart, vous comprendrez cela, vous qui comprenez toutes choses. Le mot est dur à prononcer. J'avais, dis-je, la protection de mon cousin, le Stadhouder de Hollande. Mais sans l'intervention, ou tout au moins sans l'autorisation de la France, le Stadhouder ne veut pas prendre d'initiative. Je suis donc venu demander cette autorisation au roi de France, qui m'a refusé. »« Le roi vous a refusé, sire ? » ?»« Oh, pas lui. Toute justice doit être rendue à mon jeune frère Louis. Mais monsieur de Mazarin. » Athos se mordit les lèvres. « Vous trouvez peut-être que j'eusse dû m'attendre à ce refus, dit le roi, qui avait remarqué le mouvement. « C'était en effet ma pensée, sire, répliqua respectueusement le comte. Je connais cet Italien de longue main. Alors j'ai résolu de pousser la chose à bout et de savoir tout de suite le dernier mot de ma destinée. J'ai dit à mon frère Louis que, pour ne compromettre ni la France ni la Hollande, je tenterais la fortune moi-même en personne, comme j'ai déjà fait, avec 200 gentilshommes, s'il voulait me les donner, et 1 million s'il voulait me le prêter. Eh bien, sire ? Eh bien, monsieur, j'éprouve en ce moment quelque chose d'étrange. C'est la satisfaction du désespoir. Il y a dans certaines âmes, et je viens de m'apercevoir que la mienne est de ce nombre, une satisfaction réelle dans cette assurance que tout est perdu et que l'heure est enfin venue de succomber. « Oh, j'espère, dit Athos, que votre majesté n'en est point encore arrivé à cette extrémité. Pour me dire cela, monsieur le comte, pour essayer de raviver l'espoir dans mon cœur, il faut que vous n'ayez pas bien compris ce que je viens de vous dire.
Je suis venu à Blois, comte, pour demander à mon frère Louis l'aumône d'1 million avec lequel j'avais l'espérance de rétablir mes affaires. Et mon frère Louis m'a refusé. Vous voyez donc bien que tout est perdu. Votre Majesté me permettra-t-elle de lui répondre par un avis contraire ? Comment, comte ? Vous me prenez pour un esprit vulgaire à ce point que je ne sache pas envisager ma position ? Sire, j'ai toujours vu que c'était dans les positions désespérées qu'éclatent tout à coup les grands revirements de fortune. Merci, comte. Il est beau de retrouver des cœurs comme le vôtre, c'est-à-dire assez confiants en Dieu et dans la monarchie pour ne jamais désespérer d'une fortune royale, si bas qu'elle soit tombée. Malheureusement, vos paroles, cher comte, sont comme ces remèdes que l'on dit souverains et qui cependant, ne pouvant guérir que les plaies guérissables, échouent contre la mort. Merci de votre persévérance à me consoler, comte. Merci de votre souvenir dévoué, mais je sais à quoi m'en tenir. Rien ne me sauvera maintenant. Et tenez, mon ami, j'étais si bien convaincu que je prenais la route de l'exil avec mon vieux Paris. Je retournais savourer mes poignantes douleurs dans ce petit ermitage que m'offre la Hollande. Là, croyez-moi, comte, tout sera bientôt fini, et la mort viendra vite. Elle est appelée si souvent par ce corps que ronge l'âme et par cette âme qui aspire aux cieux. Votre Majesté a une mère, une sœur, des frères. Votre Majesté est le chef de la famille. Elle doit donc demander à Dieu une longue vie au lieu de lui demander une prompte mort. Votre Majesté est proscrite, fugitive, mais elle a son droit pour elle. Elle doit donc aspirer au combat, au danger, aux affaires, et non pas au repos des cieux. Comte, dit Charles II avec un sourire d'indéfinissable tristesse, avez-vous entendu dire jamais qu'un roi ait reconquis son royaume avec un serviteur de l'âge de Paris et avec 300 écus que ce serviteur porte dans sa bourse ? Non, sire, mais j'ai entendu dire, et même plus d'une fois, qu'un roi détrôné reprit son royaume avec une volonté ferme, de la persévérance, des amis et 1 million de francs habilement employés. Mais vous ne m'avez donc pas compris. Ce million, je l'ai demandé à mon frère Louis, qui me l'a refusé. Sire, dit Athos, votre Majesté veut-elle m'accorder quelques minutes encore à écouter attentivement ce qui me reste à lui dire ? Charles II regarda fixement Athos. Volontiers, monsieur, dit-il. Alors je vais montrer le chemin à votre Majesté, reprit le comte en se dirigeant vers la maison. Et il conduisit le roi vers son cabinet et le fit asseoir. Sire, dit-il, votre Majesté m'a dit tout à l'heure qu'avec l'état des choses en Angleterre, 1 million lui suffirait pour reconquérir son royaume. Pour le tenter, du moins, et pour mourir en roi si je ne réussissais pas. Eh bien, sire, que votre Majesté, selon la promesse qu'elle m'a faite, veuille bien écouter ce qui me reste à lui dire. Charles fit de la tête un signe d'assentiment. Athos marcha droit à la porte, dont il ferma le verrou après avoir regardé si personne n'écoutait aux environs, et revint. « Sire, dit-il, votre Majesté a bien voulu se souvenir que j'avais prêté assistance au très noble et très malheureux Charles Ier, lorsque ses bourreaux le conduisirent de Saint James à Whitehall. Oui, certes, je me suis souvenu et me souviendrai toujours. Sire, c'est une lugubre histoire à entendre pour un fils, qui, sans doute, se l'est déjà fait raconter bien des fois. Mais cependant, je dois la redire à votre Majesté, sans en omettre un détail. Parlez, monsieur. Lorsque le roi votre père monta sur l'échafaud, ou plutôt passa de sa chambre à l'échafaud dressé hors de sa fenêtre, tout avait été pratiqué pour sa fuite. Le bourreau avait été écarté, un trou préparé sous le plancher de son appartement. Enfin, moi-même, j'étais sous la voûte funèbre que j'entendis tout à coup craquer sous ses pas. Paris m'a raconté ces terribles détails, monsieur. Athos s'inclina et reprit. Voici ce qu'il n'a pu vous raconter, sire.
car ce qui suit s'est passé entre Dieu, votre Père et moi, et jamais la révélation n'en a été faite, même à mes plus chers amis. « Éloigne-toi, dit l'auguste patient au bourreau masqué. Ce n'est que pour un instant, et je sais que je t'appartiens. Mais souviens-toi de ne frapper qu'à mon signal. Je veux faire librement ma prière. » « Pardon, dit Charles II en pâlissant, mais vous, comte, qui savez tant de détails sur ce funeste événement, de détails qui, comme vous le disiez tout à l'heure, n'ont été révélés à personne, savez-vous le nom de ce bourreau infernal, de ce lâche qui cacha son visage pour assassiner impunément un roi ? Athos pâlit légèrement. « Son nom, dit-il. Oui, je le sais, mais je ne puis le dire. Et ce qu'il est devenu, car personne en Angleterre n'a connu sa destinée. Il est mort, mais pas mort dans son lit, pas mort d'une mort calme et douce, pas de la mort des honnêtes gens. Il est mort de mort violente, dans une nuit terrible, entre la colère des hommes et la tempête de Dieu. Son corps percé d'un coup de poignard a roulé dans les profondeurs de l'océan. Dieu pardonne à son meurtrier. Alors, passons, dit le roi Charles II, qui vit que le comte n'en voulait pas dire davantage. Le roi d'Angleterre, après avoir, ainsi que j'ai dit, parlé au bourreau voilé, ajouta « Tu ne me frapperas, entends-tu bien, que lorsque je tendrai les bras en disant « Remember ». En effet, dit Charles d'une voix sourde, je sais que c'est le dernier mot prononcé par mon malheureux père. Mais dans quel but ? Pour qui ? Pour le gentilhomme français placé sous son échafaud. Pour l'or à vous, monsieur ? Oui, sire. Et chacune des paroles qu'il a dites, à travers les planches de l'échafaud recouvertes d'un drap noir, retentissent encore à mon oreille. Le roi mit donc un genou en terre. « Comte de la Fère, dit-il, êtes-vous là ? » « Oui, sire, répondis-je. » Alors le roi se pencha. Charles II, lui aussi, tout palpitant d'intérêt, tout brûlant de douleur, se penchait vers Athos pour recueillir une à une les premières paroles que laisserait échapper le comte. Sa tête effleurait celle d'Athos. Alors, continua le comte, le roi se pencha. « Comte de la Fère, dit-il, je n'ai pu être sauvé par toi. Je ne devais pas l'être. Maintenant, dussé-je commettre un sacrilège, je te dirai. Oui, j'ai parlé aux hommes. Oui, j'ai parlé à Dieu, et je te parle à toi, le dernier. Pour soutenir une cause que j'ai crue sacrée, j'ai perdu le trône de mes pères et diverti l'héritage de mes enfants. » Charles II cacha son visage entre ses mains, et une larme dévorante glissa entre ses doigts blancs et amaigris. « 1 million en or me reste, continua le roi. Je l'ai enterré dans les caves du château de Newcastle au moment où j'ai quitté cette ville. » Charles releva sa tête avec une expression de joie douloureuse qui eût arraché des sanglots à quiconque connaissait cette immense infortune. « 1 million ? murmura-t-il. « Oh, comte ! Cet argent, toi seul sais qu'il existe. Fais-en usage quand tu croiras qu'il en est temps pour le plus grand bien de mon fils aîné. Et maintenant, comte de la Fère, dites-moi adieu. »« Adieu, adieu, sire, m'écriai-je. » Charles II se leva et alla appuyer son front brûlant à la fenêtre. Ce fut alors, continua Athos, que le roi prononça le mot « Remember » adressé à moi. Vous voyez, sire, que je me suis souvenu. Le roi ne put résister à son émotion. Athos vit le mouvement de ses 2 épaules qui ondulaient convulsivement. Il entendit les sanglots qui brisaient sa poitrine au passage. Il se tut, suffoqué lui-même par le flot de souvenirs amers qu'il venait de soulever sur cette tête royale. Charles II, avec un violent effort, quitta la fenêtre, dévora ses larmes et revint s'asseoir auprès d'Athos.
Sire, dit celui-ci, jusqu'aujourd'hui, j'avais cru que l'heure n'était pas encore venue d'employer cette dernière ressource. Mais les yeux fixés sur l'Angleterre, je sentais qu'elle approchait. Demain, j'allais m'informer en quel lieu du monde était votre majesté, et j'allais aller à elle. Elle vient à moi, c'est une indication que Dieu est pour nous. Monsieur, dit Charles d'une voix encore étranglée par l'émotion, vous êtes pour moi ce que serait un ange envoyé par Dieu. Vous êtes mon sauveur suscité de la tombe par mon père lui-même. Mais, croyez-moi, depuis 10 années, les guerres civiles ont passé sur mon pays, bouleversant les hommes, creusant le sol. Il n'est probablement pas plus resté d'or dans les entrailles de ma terre que d'amour dans les cœurs de mes sujets. Sire, l'endroit où Sa Majesté a enfoui le million est bien connu de moi, et nul, j'en suis bien certain, n'a pu le découvrir. D'ailleurs, le château de Newcastle est-il donc entièrement écroulé? L'a-t-on démoli pierre à pierre et déraciné du sol jusqu'à sa dernière fibre? Non, il est encore debout. Mais en ce moment, le général Monk l'occupe et y campe. Le seul endroit où m'attend un secours, où je possède une ressource, vous le voyez, est envahi par mes ennemis. Le général Monk, sire, ne peut avoir découvert le trésor dont je vous parle. Oui, mais dois-je aller me livrer à Monk pour le recouvrer, ce trésor? Ah, vous le voyez donc bien, comte, il faut en finir avec la destinée, puisqu'elle me terrasse à chaque fois que je me relève. Que faire avec Paris pour tout serviteur, avec Paris que Monk a déjà chassé une fois? Non, non, comte, acceptons ce dernier coup. Ce que votre majesté ne peut faire, ce que Paris ne peut plus tenter, croyez-vous que moi, je puisse y réussir? Vous, comte, vous iriez? Si cela plaît à votre majesté, dit Athos en saluant le roi. Oui, j'irai, sire. Vous, si heureux ici, comte? Je ne suis jamais heureux, sire, tant qu'il me reste un devoir à accomplir, et c'est un devoir suprême que m'a légué le roi votre père de veiller sur votre fortune et de faire un emploi royal de son argent. Ainsi que votre majesté me fasse un signe, et je pars avec elle. Ah, monsieur, dit le roi, oubliant toute étiquette royale et se jetant au cou d'Athos, vous me prouvez qu'il y a un Dieu au ciel et que ce Dieu envoie parfois des messagers aux malheureux qui gémissent sur cette terre. Athos, tout ému de cet élan du jeune homme, le remercia avec un profond respect et s'approchant de la fenêtre. « Grimaud, dit-il, mes chevaux. »« Comment ? Ainsi, tout de suite, dit le roi. Ah, monsieur, vous êtes, en vérité, un homme merveilleux. Sire, dit Athos, je ne connais rien de plus pressé que le service de votre majesté. D'ailleurs, ajouta-t-il en souriant, c'est une habitude contractée depuis longtemps au service de la reine, votre tante, et au service du roi, votre père. Comment la perdrais-je précisément à l'heure où il s'agit du service de votre majesté? Quel homme, murmura le roi. Puis, après un instant de réflexion, mais non, comte, je ne puis vous exposer à de pareilles privations. Je n'ai rien pour récompenser de pareils services. Bah, dit en riant Athos, votre majesté me raille, elle a 1 million. Ah, que ne suis-je riche seulement de la moitié de cette somme, j'aurais déjà levé un régiment. Mais Dieu merci. Il me reste encore quelques rouleaux d'or et quelques diamants de famille. Votre majesté, je l'espère, daignera partager avec un serviteur dévoué. Avec un ami. Oui, comte, mais à condition qu'à son tour, cet ami partagera avec moi plus tard. Sire, dit Athos en ouvrant une cassette, de laquelle il tira de l'or et des bijoux. Voilà maintenant que nous sommes trop riches. Heureusement que nous nous trouverons 4 contre les voleurs. La joie fit affluer le sang aux joues pâles de Charles II. Il vit s'avancer jusqu'au péristyle 2 chevaux d'Athos, conduits par Grimaud, qui s'était déjà botté pour la route. Blaisois, cette lettre au vicomte de Bragelonne. Pour tout le monde, je suis allé à Paris. Je vous confie la maison, Blaisois. Blaisois s'inclina, embrassa Grimaud et ferma la grille.
Chapitre 17, où l'on cherche Aramis et où l'on ne retrouve que Bazin. 2 heures ne s'étaient pas écoulées depuis le départ du maître de la maison, lequel, à la vue de Blaisois, avait pris le chemin de Paris, lorsqu'un cavalier monté sur un bon cheval pie s'arrêta devant la grille et, d'un « Holà !» sonore, appela les palefreniers, qui faisaient encore cercle avec les jardiniers autour de Blaisois, historien ordinaire de la Valtaille du château. Ce « Holà !» connu sans doute de maître Blaisois, lui fit tourner la tête, et il s'écria « Monsieur d'Artagnan, courez vite, vous autres, lui ouvrir la porte !» Un essaim de 8 ardélions courut à la grille, qui fut ouverte comme si elle eût été de plume, et chacun de se confondre en politesse, car on savait l'accueil que le maître avait l'habitude de faire à cet ami. Et toujours, pour ces sortes de remarques, il faut consulter le coup d'œil du valet. « Ah !» dit avec un sourire tout agréable monsieur d'Artagnan qui se balançait sur l'étrier pour sauter à terre. « Où est ce cher comte ?»« Eh, voyez, monsieur, quel est votre malheur, dit Blaisois. Quel sera aussi celui de monsieur le comte, notre maître, lorsqu'il apprendra votre arrivée. Monsieur le comte, par un coup du sort, vient de partir il n'y a pas 2 heures. » D'Artagnan ne se tourmenta pas pour si peu. « Bon, dit-il, je vois que tu parles toujours le plus pur français du monde. Tu vas me donner une leçon de grammaire et de beau langage, tandis que j'attendrai le retour de ton maître. »« Voilà que c'est impossible, monsieur, dit Blaisois. Vous attendriez trop longtemps. Il ne reviendra pas aujourd'hui, ni demain, monsieur, ni après-demain. Monsieur le comte est parti pour un voyage. »« Un voyage, dit d'Artagnan, c'est une fable que tu me contes. »« Monsieur, c'est la plus exacte vérité. Monsieur m'a fait l'honneur de me recommander la maison, et il a ajouté de sa voix si pleine d'autorité et de douceur, c'est tout un pour moi. Tu diras que je pars pour Paris. »« Eh bien, alors, s'écria d'Artagnan, puisqu'il marche sur Paris, c'est tout ce que je voulais savoir. Il fallait commencer par là, nigaud. Il a donc 2 heures d'avance ? » ?»« Oui, monsieur. »« Je l'aurai bientôt rattrapé. Est-il seul ? » ?»« Non, monsieur. » »« Qui donc est avec lui ? » ?»« Un gentilhomme que je ne connais pas, un vieillard et monsieur Grimaud. »« Tout cela ne courra pas si vite que moi. Je pars. »« Monsieur veut-il m'écouter un instant ? » dit Blaisois en appuyant doucement sur les rênes du cheval. « Oui, si tu ne me fais pas de phrases ou que tu les fasses vite. »« Eh bien, monsieur, ce mot de Paris me paraît être un leurre. »« Oh, oh, dit d'Artagnan, sérieux. Un leurre ? Oui, monsieur, et monsieur le comte ne va pas à Paris, j'en jurerais. »« Qui te fait croire ? » ?»« Ceci. Monsieur Grimaud sait toujours où va notre maître, et il m'avait promis, la première fois qu'on irait à Paris, de prendre un peu d'argent, que je fais passer à ma femme. »« Ah ? Tu as une femme ? » ?»« J'en avais une. Elle était de ce pays, mais monsieur la trouvait bavarde. Je l'ai envoyée à Paris. C'est incommode parfois, mais bien agréable en d'autres moments. »« Je comprends. Mais achève. Tu ne crois pas que le comte aille à Paris ? » ?»« Non, monsieur, car alors Grimaud eût manqué à sa parole. Il se fût parjuré, ce qui est impossible. »« Ce qui est impossible, répéta d'Artagnan, tout à fait rêveur, parce qu'il était tout à fait convaincu. Allons, mon brave Blaisois. Merci. Blaisois s'inclina. Voyons, tu sais que je ne suis pas curieux. J'ai absolument affaire à ton maître. Ne peux-tu, par un petit bout de mot, toi qui parles si bien, me faire comprendre une syllabe seulement? Je devinerai le reste. Sur ma parole, monsieur, je ne le pourrais. J'ignore absolument le but du voyage de monsieur. Quant à écouter aux portes, cela m'est antipathique, et d'ailleurs, c'est défendu ici. Mon cher, dit d'Artagnan, voilà un mauvais commencement pour moi. N'importe, tu sais l'époque du retour du comte au moins. Aussi peu, monsieur, que sa destination. Allons, Blaisois, allons, cherche. Monsieur doute de ma sincérité. Ah, monsieur me chagrine bien sensiblement. Que le diable emporte sa langue dorée, grommela d'Artagnan, qu'un rustaud vaut mieux avec une parole. Adieu.
Monsieur, j'ai l'honneur de vous présenter mes respects. Cuistre, se dit d'Artagnan. Le drôle est insupportable. Il donna un dernier coup d'œil à la maison, fit tourner son cheval et partit comme un homme qui n'a rien dans l'esprit de fâcheux ou d'embarrassé. Quand il fut au bout du mur et hors de toute vue, « Voyons, dit-il en respirant brusquement, Athos était-il chez lui ? Non. Tous ces fainéants qui se croisaient les bras dans la cour eussent été en nage si le maître avait pu les voir. Athos en voyage. C'est incompréhensible. Ah bah, celui-là est mystérieux en diable. Et puis, non, ce n'est pas l'homme qu'il me fallait. J'ai besoin d'un esprit rusé, patient. Mon affaire est à Melun, dans certains presbytères de ma connaissance. 45 lieues, 4 jours et demi. Allons, il fait beau et je suis libre. Avalons la distance. Et il mit son cheval au trot, s'orientant vers Paris. Le 4e jour, il descendait à Melun selon son désir. D'Artagnan avait pour habitude de ne jamais demander à personne le chemin ou un renseignement banal. Pour ces sortes de détails, à moins d'erreurs très graves, il s'en fiait à sa perspicacité, jamais en défaut, à une expérience de 30 ans et à une grande habitude de lire sur les physionomies des maisons comme sur celles des hommes. À Melun, d'Artagnan trouva tout de suite le presbytère, charmante maison aux enduits de plâtre sur de la brique rouge, avec des vignes vierges qui grimpaient le long des gouttières et une croix de pierre sculptée qui surmontait le pignon du toit. De la salle basse de cette maison, un bruit, ou plutôt un fouillis de voix, s'échappait comme un gazouillement d'oisillons quand la nichée vient d'éclore sous le duvet. Une de ces voix épelait distinctement les lettres de l'alphabet. Une voix grasse et flûtée tout à la fois sermonnait les bavards et corrigeait les fautes du lecteur. D'Artagnan reconnut cette voix, et comme la fenêtre de la salle basse était ouverte, il se pencha tout à cheval sous les pampres et les filets rouges de la vigne, et cria « Bazin, mon cher Bazin, bonjour !» Un homme court, gros à la figure plate, au crâne orné d'une couronne de cheveux gris coupés courts, simulant la tonsure, et recouvert d'une vieille calotte de velours noir, se leva lorsqu'il entendit d'Artagnan. Ce n'est pas se leva qu'il aurait fallu dire, c'est bondit. Bazin bondit en effet et entraîna sa petite chaise basse que des enfants voulurent relever avec des batailles plus mouvementées que celles des Grecs voulant retirer aux Troyens le corps de Patrocle. Bazin fit plus que bondir, il laissa tomber l'alphabet qu'il tenait et sa férule. « Vous, dit-il, vous, monsieur d'Artagnan ?»« Oui, moi. »« Où est Aramis ?»« Non pas monsieur le chevalier d'Herblay. Non, je me trompe encore. Monsieur le vicaire général ?»« Ah, monsieur, dit Bazin avec dignité, monseigneur est en son diocèse. »« Plaît-il ?» fit d'Artagnan. Bazin répéta sa phrase. « Ah, ça, mais Aramis a un diocèse ?»« Oui, monsieur. »« Pourquoi pas ? » ?»« Il est donc évêque ? » ?»« Mais d'où sortez-vous donc ?» dit Bazin assez irrévérencieusement. « Que vous ignoriez cela ?»« Mon cher Bazin, nous autres païens, nous autres gens d'épée, nous savons bien qu'un homme est colonel, ou maître de camp, ou maréchal de France. Mais qu'il soit évêque, archevêque ou pape, diable m'emporte, si la nouvelle nous en arrive avant que les 3/4 de la terre en aient fait leur profit. »« Chut, chut, dit Bazin avec de gros yeux, n'allez pas me gâter ces enfants, à qui je tâche d'inculquer de si bons principes. » Les enfants avaient en effet tourné autour de d'Artagnan, dont ils admiraient le cheval, la grande épée, les éperons et l'air martial. Ils admiraient surtout sa grosse voix, en sorte que, lorsqu'il accentua son juron, toute l'école s'écria « Diable m'emporte !» avec un bruit effroyable de rire, de joie et de trépignement qui combla d'aise le mousquetaire et fit perdre la tête au vieux pédagogue. « Là, dit-il, taisez-vous donc, marmaille. Là, vous voilà arrivé, monsieur d'Artagnan, et tous mes bons principes s'envolent. Enfin, avec vous, comme d'habitude, le désordre ici. Babel est retrouvé. Ah, bon Dieu, ah, les enragés !» Et le digne Bazin appliquait à droite et à gauche des horions qui redoublaient les cris de ses écoliers en les faisant changer de nature.
Au moins, dit-il, vous ne débaucherez plus personne ici. Tu crois ? Dit d'Artagnan, avec un sourire qui fit passer un frisson sur les épaules de Bazin. Il en est capable, murmura-t-il. Où est le diocèse de ton maître ? Monseigneur René est évêque de Vannes. Qui donc l'a fait nommer ? Mais monsieur le surintendant, notre voisin. Quoi ? Monsieur Fouquet ? Sans doute. Aramis est donc bien avec lui ? Monseigneur prêchait tous les dimanches chez monsieur le surintendant à Vaux, puis chassait ensemble. Ah ! Et monseigneur travaillait souvent ses homélies. Non, je veux dire ses sermons avec monsieur le surintendant. Bah, il prêche donc en vers, ce digne évêque ? Monsieur, ne plaisantez pas des choses religieuses, pour l'amour de Dieu. Là, Bazin, là. En sorte qu'Aramis est à Vannes. À Vannes, en Bretagne. Tu es un sournois, Bazin. Ce n'est pas vrai. Monsieur, voyez, les appartements du presbytère sont vides. Il a raison, se dit d'Artagnan en considérant la maison dont l'aspect annonçait la solitude. Mais monseigneur a dû vous écrire sa promotion. De quand date-t-elle ? D'un mois. Oh, alors il n'y a pas de temps perdu. Aramis ne peut avoir eu encore besoin de moi. Mais voyons, Bazin, pourquoi ne suis-tu pas ton pasteur ? Monsieur, je ne puis, j'ai des occupations. Ton alphabet ? Et mes pénitents. Quoi, tu confesses ? Tu es donc prêtre ? C'est tout comme, j'ai tant de vocations. Mais les ordres ? Oh, dit Bazin avec aplomb, maintenant que monseigneur est évêque, j'aurai promptement mes ordres ou tout au moins mes dispenses. Et il se frotta les mains. Décidément, se dit d'Artagnan, il n'y a pas à déraciner ces gens-là. Fais-moi servir, Bazin. Avec empressement, monsieur. Un poulet, un bouillon et une bouteille de vin. C'est aujourd'hui samedi, jour maigre, dit Bazin. J'ai une dispense, dit d'Artagnan. Bazin le regarda d'un air soupçonneux. Ah ça, maître cafard, pour qui me prends-tu ? Dit le mousquetaire. Si toi, qui es le valet, tu espères des dispenses pour commettre des crimes, je n'aurai pas, moi, l'ami de ton évêque, une dispense pour faire gras selon le vœu de mon estomac ? Bazin, sois aimable avec moi, ou, de par Dieu, je me plains au roi, et tu ne confesseras jamais. Or, tu sais que la nomination des évêques est au roi. Je suis le plus fort. Bazin sourit hypocritement. Oh, nous avons monsieur le surintendant, nous autres, dit-il. Et tu te moques du roi, alors ? Bazin ne répliqua rien. Son sourire était assez éloquent. Mon souper, dit d'Artagnan. Voilà qu'il s'en va vers 7 heures. Bazin se retourna et commanda au plus âgé de ses écoliers d'avertir la cuisinière. Cependant, d'Artagnan regardait le presbytère. Peu, dit-il dédaigneusement. Monseigneur logeait assez mal sa grandeur ici. Nous avons le château de Vaux, dit Bazin. Qui vaut peut-être le Louvre ? Répliqua d'Artagnan en goguenardant. Qui vaut mieux ? Répliqua Bazin du plus grand sang-froid du monde. Ah, fit d'Artagnan. Peut-être allait-il prolonger la discussion et soutenir la suprématie du Louvre, mais le lieutenant s'était aperçu que son cheval était demeuré attaché au barreau d'une porte. « Diable, dit-il, fais donc soigner mon cheval. Ton maître l'évêque n'en a pas comme celui-là dans ses écuries. » Bazin donna un coup d'œil oblique au cheval et répondit. « Monsieur le surintendant en a donné 4 de ses écuries, et un seul de ces 4 en vaut 4 comme le vôtre. » Le sang monta au visage de d'Artagnan. La main lui démangeait, et il contemplait sur la tête de Bazin la place où son poing allait tomber. Mais cet éclair passa. La réflexion vint, et d'Artagnan se contenta de dire « Diable, diable, j'ai bien fait de quitter le service du roi. Dites-moi, digne Bazin, ajouta-t-il, combien monsieur le surintendant a-t-il de mousquetaires ? Il aura tous ceux du royaume avec son argent, répliqua Bazin, en fermant son livre et en congédiant les enfants à grands coups de férule. Diable, diable, dit une dernière fois d'Artagnan. Et comme on lui annonçait qu'il était servi, il suivit la cuisinière qui l'introduisit dans la salle à manger où le souper l'attendait.
D'Artagnan se mit à table et attaqua bravement le poulet. « Il me paraît, dit D'Artagnan en mordant à belles dents dans la volaille qu'on lui avait servie et qu'on avait visiblement oublié d'engraisser, « il me paraît que j'ai eu tort de ne pas aller chercher tout de suite du service chez ce maître-là. » « C'est un puissant seigneur, à ce qu'il paraît, que ce surintendant. En vérité, nous ne savons rien, nous autres, à la cour, et les rayons du soleil nous empêchent de voir les grosses étoiles, qui sont aussi des soleils, un peu plus éloignés de notre terre, voilà tout. » Comme D'Artagnan aimait beaucoup, par plaisir et par système, à faire causer les gens sur les choses qui l'intéressaient, il s'escrima de son mieux sur maître Bazin, mais ce fut en pure perte. Hormis l'éloge fatigant et hyperbolique de monsieur le surintendant des finances, Bazin, qui, de son côté, se tenait sur ses gardes, ne livra absolument rien que des platitudes à la curiosité de D'Artagnan, ce qui fit que D'Artagnan, d'assez mauvaise humeur, demanda à aller se coucher aussitôt que son repas fut fini. D'Artagnan fut introduit par Bazin dans une chambre assez médiocre, où il trouva un assez mauvais lit. Mais D'Artagnan n'était pas difficile. On lui avait dit qu'Aramis avait emporté les clés de son appartement particulier, et comme il savait qu'Aramis était un homme d'ordre et avait généralement beaucoup de choses à cacher dans son appartement, cela ne l'avait nullement étonné. Il avait donc, quoiqu'il eût paru comparativement plus dur, attaqué le lit aussi bravement qu'il avait attaqué le poulet, et comme il avait aussi bon sommeil que bon appétit, il n'avait guère mis plus de temps à s'endormir qu'il n'en avait mis à sucer le dernier os de son rôti. Depuis qu'il n'était plus au service de personne, D'Artagnan s'était promis d'avoir le sommeil aussi dur qu'il l'avait léger autrefois, mais de si bonne foi que D'Artagnan se fût fait cette promesse, et quelque désir qu'il eût de se la tenir religieusement, il fut réveillé au milieu de la nuit par un grand bruit de carrosse et de laquais à cheval. Une illumination soudaine embrasa les murs de sa chambre. Il sauta hors de son lit, tout en chemise, et courut à la fenêtre. « Est-ce que le roi revient, par hasard ?» pensa-t-il en se frottant les yeux, car en vérité, voilà une suite qui ne peut appartenir qu'à une personne royale. « Vive monsieur le surintendant !» cria, ou plutôt vociféra à une fenêtre du rez-de-chaussée une voix qu'il reconnut pour celle de Bazin, lequel, tout en criant, agitait un mouchoir d'une main et tenait une grosse chandelle de l'autre. D'Artagnan vit alors quelque chose comme une brillante forme humaine qui se penchait à la portière du principal carrosse. En même temps, de longs éclats de rire, suscités sans doute par l'étrange figure de Bazin et qui sortait du même carrosse, laissaient comme une traînée de joie sur le passage du rapide cortège. « J'aurais bien dû voir, dit D'Artagnan, que ce n'était pas le roi. On ne rit pas de si bon cœur quand le roi passe. »« Hé, Bazin !» cria-t-il à son voisin qui se penchait aux trois quarts hors de la fenêtre pour suivre plus longtemps le carrosse des yeux. « Hé, qu'est-ce que cela ?»« C'est monsieur Fouquet, » dit Bazin d'un air de protection. « Et tous ces gens ? C'est la cour de monsieur Fouquet. »« Oh, oh, dit D'Artagnan, que dirait monsieur de Mazarin s'il entendait cela ?» Et il se recoucha, tout rêveur, en se demandant comment il se faisait qu'Aramis fût toujours protégé par le plus puissant du royaume. Serait-ce qu'il a plus de chance que moi, ou que je serais plus sot que lui ? Bah. C'était le mot concluant à l'aide duquel D'Artagnan, devenu sage, terminait maintenant chaque pensée et chaque période de son style. Autrefois, il disait « mordiou », ce qui était un coup d'éperon. Mais maintenant, il avait vieilli, et il murmurait ce « bah » philosophique qui sert de bride à toutes les passions.